créé Biborg en 2009. C'était une agence pure display, très digitale. À l'époque, on avait déjà cette vision un peu humaniste de ce qu'on voulait faire, du travail de création de campagne digitale. Et donc, on s'est concentré sur des formats qui sont non intrusifs, pas de roadblock, d'obligation de consommer les contenus. Et donc, on s'est plutôt concentré sur des invitations engageantes, des call to action sympas, hyper interactifs, qui étaient plutôt là pour inviter les gens à découvrir des expériences plutôt que de leur imposer. Et donc une démarche très respectueuse de ton audience dès le début. Tout à fait. Depuis le début, on faisait partie de Interactive Advertising Bureau. On a milité pour empêcher certaines pratiques, des pop-up, des trucs comme ça. Et en fait, l'industrie qui a été la plus réceptive de notre approche, historiquement, ça a été l'industrie du jeu vidéo. D'accord. Et donc, parce que, en fait, sur des sites de jeux vidéo où il y a énormément de messages, il y a plus de 12 000 sorties par an de jeux, donc c'est hyper concurrentiel. L'audience, en fait, si on lui impose un message qui n'est pas terrible, généralement va plutôt avoir une réaction inverse et plutôt bâcher le contenu plutôt que de s'engager et d'essayer de découvrir l'expérience que propose l'annonceur. Et donc, vu qu'on avait une démarche hyper engageante, on s'est développé comme ça progressivement en 12 ans autour de ces projets jeux vidéo. On a rajouté pas mal de blocs à notre offre et aujourd'hui on est vraiment une agence spécialisée gaming, donc gaming, e-sport, et on fait de la stratégie, on fait du média, on fait de l'activation, on fait de l'influence, on fait de la campagne display, on fait de la campagne télé, on fait de tout en fait. D'accord, très bien. Mais dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo. Alors je sais, bon, tu travailles avec plusieurs marques de jeux vidéo, plusieurs jeux vidéo, mais je sais aussi que tu choisis des marques en dehors de ce secteur-là, donc des marques exogènes qui seraient par exemple du côté de l'Opéra de Paris. Donc c'est assez surprenant peut-être a priori. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce choix de marque et comment collaborer avec de telles marques? Ouais, alors nous en fait c'est assez intéressant le case study de l'opéra parce que personnellement je pense que c'est une des formes les plus ancestrales d'entertainment. L'opéra, il y a une dimension quand même un peu interactive, tout se passe en live, il y a des... Et puis ça aussi, comme le jeu vidéo, un creuset artistique, voilà, à la croisée des chemins. De plusieurs disciplines. De plusieurs disciplines, entre la musique, la danse, le chant, l'écriture, la scénographie, les costumes, tout ça. Comme un jeu vidéo, finalement. Comme un jeu vidéo. Et donc, d'abord, on a travaillé avec l'opéra pour leur format un peu sociaux, présence notamment sur Instagram, des petites vidéos un peu backstage, des contenus sympas qui sont finalement assez similaires des contenus qu'on propose pour les marques de jeux vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que là, récemment, on a sorti une sorte de vidéo un peu corpo pour annoncer le nouvel opéra, parce qu'ils ont changé de direction. Et en fait, ça ressemble beaucoup à un trailer de jeu vidéo. Donc on a emprunté des codes gaming qu'on a utilisés pour valoriser l'opéra, qui, pour moi, je pense, est très comparable à des univers vidéoludiques. L'opéra pourrait être une plateforme, et puis les différents spectacles sont des expériences comme autant de jeux vidéo sur une console. Alors le jeu vidéo a été longtemps réservé aux gamers, et de plus en plus, avec notamment le métaverse qui arrive, etc., on s'aperçoit qu'on bascule dans une sorte de grand jeu vidéo généralisé, qui est bien plus qu'un jeu vidéo, qui devient un espace social, voire un nouvel Internet, enfin, etc. D'ailleurs, ça, on en parle dans nos tendances, d'un nouvel Internet par génération, etc. Mais surtout, la question, c'est comment est-ce que les marques ont bien compris que le jeu vidéo pouvait devenir un nouvel Eldorado, enfin, en tout cas, une nouvelle une façon de communiquer autrement que placer un logo sur un immeuble dans un décor de jeu vidéo, avec des engagements beaucoup plus fins et construits.
Et justement, en fait, ça rejoint la deuxième partie de la question précédente pour savoir pourquoi certaines marques, donc non endémiques, on va pouvoir quand même travailler avec, avec ces marques alors qu'on se revendique agence totalement consacrée au gaming, à l'e-sport et aux jeux vidéo. En fait, d'abord, il faut avoir des valeurs compatibles avec celles de nos communautés gaming et il faut avoir l'ambition d'apporter quelque chose d'intéressant pour les audiences gaming, les gamers. Si nous, on fait ce constat-là, dans la démarche de la marque, qui n'est pas forcément une marque jeu vidéo, on va se dire qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser. Une démarche, on parlait d'authenticité tout à l'heure, une démarche authentique. On est donc dans l'accompagnement d'une marque qui veut vraiment proposer quelque chose d'intéressant. Les marques trop, on va dire, opportunistes, effectivement, on va généralement plutôt refuser ce genre de brief. Parce que tu sens un déficit de sincérité ou Exactement. D'accord. En fait, nous, on est au service des communautés avant d'être au service des marques. D'accord. Et c'est cette démarche un peu humaniste, humaine-centrique qu'on a depuis le début et que nos clients aiment beaucoup. Parce qu'on on peut exprimer clairement quand un brief va dans une direction qui n'est pas la bonne, on va clairement essayer de recadrer tout ça. Et donc, par exemple, pour citer un exemple récent, on a la campagne de Coca-Cola avec la publicité Real Magic qui reprend des codes du jeu vidéo et qui est en fait hyper mal perçue. Parce que, qui a un taux de dislike sur YouTube phénoménal. Et en fait, c'est de la récupération par une grosse boîte avec beaucoup d'argent qui vient mettre son logo sur une communauté. Et c'est pas du tout en fait comme ça qu'il faut procéder. Il faut d'abord montrer patte blanche, il faut montrer qu'on a compris le but du jeu, la passion qui est partagée au sein de ces communautés de gaming. Et on va apporter quelque chose de nouveau, d'intéressant, d'enrichissant. Et là, si on s'engage dans des conversations, et ça prend du temps, c'est du quotidien, on s'engage dans des conversations avec ces communautés, progressivement, ces communautés vont accepter la présence de la marque, et ce sont des communautés très vocales, très engagées, quand elles acceptent une entité, on va dire, au sein de la famille, ces communautés vont soutenir cette entité. Vont revendiquer cette entité, vont relayer, vont être des communautés d'ambassadeurs, en fait, même au sein des familles. On disait tout à l'heure Think Beyond Instagram. Moi, j'aimerais dire Think Beyond the Gamepad, parce que l'expérience du gamer va bien au-delà de son écran. Et il va parler de ses expériences auprès de ses amis, auprès de ses parents, ses proches. Et puis maintenant, les gamers sont aussi à tous les étages de la société, quasiment 77 ans. Ok. Et alors justement, par rapport aux jeux vidéo, les gamers dont tu parles, est-ce que tu as en tête 3 spécificités du jeu vidéo par rapport à d'autres médias, voire d'autres nouveaux médias, comme TikTok ou d'autres? Twitch, par exemple. Twitch justement. Cartonné en France, alors qu'il y a quelques mois, on n'en parlait pas comme maintenant. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait eu le rachat d'Amazon derrière, forcément, ça a entraîné de nouveaux mouvements. Et on voit les marques de plus en plus prendre la place et intégrer Twitch à leur stratégie de contenu au long cours. Plus que les marques d'ailleurs. Maintenant, il y a aussi même des médias sur Twitch, de la politique aussi, beaucoup. Non, en fait, et Twitch, c'est un bel exemple de plateforme d'abord destinée aux gamers, qui a d'abord été utilisée par les gamers et qui aujourd'hui s'ouvre à beaucoup plus de sujets que l'unique sujet du jeu vidéo. Et donc sur les 3 spécificités, je dirais qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, comme je disais, il y a beaucoup d'engagement. C'est un support très interactif, comme d'autres, comme TikTok aussi. Mais le jeu vidéo, je pense que il y a une complexité de codes et une pluralité de communautés.
et comme je disais tout à l'heure, aussi des communautés qui sont très très vocales, parfois un peu toxiques, il faut le reconnaître, qui vont bâcher très facilement une marque Donc il y a un côté épidermique. Ouais, il y a un côté de réaction immédiate. Tout à fait. Et en fait, je veux dire, il faut être très prudent pour une marque quand on s'engage dans le monde du gaming. Il faut vraiment y aller avec des experts comme nous, Biborg. Et justement, est-ce que tu as des exemples de réalisations réussies de certaines marques qui ont vraiment réussi cette entrée patte blanche dans l'univers? Alors, si je reste focus sur nous, ce qu'on fait chez Biborg, là, j'étais hyper content de savoir que le Z-Event, donc, qui est un événement organisé par Zerator et toute la Z-Family tous les ans, qui a lieu sur Twitch. Chaque année, ils vont sélectionner une association pour faire une levée de fonds, en fait, une collecte. Donc, ils font appel à la générosité des gamers. Et là, cette année, c'est Action contre la faim. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un processus de décision interne. Nous, on a fait une campagne en décembre pour Action contre la faim sur Twitch, avec le rêve de montrer patte blanche, de montrer qu'Action contre la faim, c'est des actions terrain, c'est des actions au bout du monde, mais c'est des actions en bas de chez nous aussi, surtout en période de pandémie où beaucoup de gens ont été impactés, notamment les étudiants avec des difficultés, des difficultés de subvenir aux besoins les plus simples, besoins alimentaires. Et donc on a eu cet argumentaire qui est honnête, sincère, auprès des gamers, sur Twitch. Et quelques mois après, on était hyper content de voir que c'est l'association qui a été recueillie par le Z-Event. Donc on ne peut pas prouver que c'est connecté, c'est immédiatement connecté. Mais je trouve que c'est une réalisation réussie parce qu'on montre un cheminement qui prend un peu de temps et qui est celui d'une démarche authentique et honnête. Ensuite, d'autres exemples, c'est autour par exemple de ce qu'on fait pour Riot Games. On définit en fait la ligne éditoriale et le fond et la forme des ligues e-sport de Riot Games. On a travaillé sur League of Legends, sur Valorant, sur plusieurs ligues chez eux. Et à chaque fois, en fait, on va chercher l'essence du contenu. C'est-à-dire les valeurs qui vont être portées par la Ligue. Sur Wild Rift, c'est un jeu sur mobile, beaucoup plus facile d'accès qu'un jeu qui nécessite une installation PC, etc. On va se dire que là, on va travailler sur des valeurs d'inclusivité, sur beaucoup sur l'ouverture, sur des prises de parole manifestes, comme ça, manifesto, où on met les valeurs avant tout. Et ensuite, charge aux marques de se reconnaître dans ces valeurs. Est-ce que je me reconnais dans ces valeurs d'inclusivité? Est-ce que j'ai envie d'ajouter ma marque à cette présentation, etc. Et donc là, les marques peuvent venir en tant que sponsor, etc. D'accord. Et j'avais une question, tu parlais de haters et de communiquer très épidermique. Je crois que tu utilises l'IA, ou alors c'est un prototype, encore une expérimentation, pour justement définir un petit peu le degré de toxicité de certaines communautés. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement cette... en fait, nous, on utilise beaucoup de nouvelles techno chez Biborg. On utilise pas mal l'IA. Alors, d'abord, l'IA RF pour faire de la réalité augmentée. On fait beaucoup de lens sur Insta, des opérations TikTok. On a fait la première lens full body pour Valorant sur Snapchat, donc qui détecte pas seulement le visage, mais tout le corps. Après, sur l'IA plutôt sémantique, ça c'est plus pour nos outils internes. On va par exemple faire du listening, de conversation, de réaction sur des chaînes Twitch par exemple, autour de certains jeux. Et on va identifier avec une sorte de petit baromètre le niveau de bienveillance ou de toxicité de la communauté en question. Et donc on peut cartographier comme ça le panorama des communautés jeux vidéo et donner un score de toxicité ou pas en fonction des communautés et des jeux. Donc ça c'est très utile pour une marque
d'avoir une telle cartographie pour pouvoir justement être guidé. C'est un compas qui nous permet de plutôt aller vers des communautés qui partagent des valeurs positives, on va dire. Ouais. Très bien. Et puis voilà, pour terminer sur des exemples intéressants, je pourrais parler de PayPal, qu'on a accompagné, qui est du coup une marque complètement non endémique, qu'on a accompagné sur le monde du gaming avec le sponsoring d'une scène e-sport Rainbow Six Siege chez Ubisoft. Et en fait, eux, ils sont arrivés au moment où Mastercard sponsorisait League of Legends. Et Mastercard sont arrivés avec des films où on voit des drones qui passent au-dessus de milliers de personnes, etc. Et donc moi j'ai dit à PayPal, nous on va faire tout le contraire. On va s'intégrer à la communauté. On va prendre des caméras épaules et jamais dépasser la hauteur d'homme du gamer. Et on va dire, nous, on fait partie de la communauté, on ne survole pas la communauté. Et ça, c'est voilà, pour vous dire la philosophie qu'il faut adopter pour s'inscrire correctement dans le paysage vidéoludique. Et finalement, s'infiltrer dans la communauté. Voilà, c'est tout à fait, c'est une infiltration, mais en fait, c'est comme quand on arrive dans une soirée qu'on n'est pas forcément invité. Si on s'infiltre avec une belle bouteille de champagne et puis qu'on apporte un peu de panache à la fête, on est bien accueilli. Si on arrive sans rien et qu'on tire la tronche et qu'on veut juste imposer une pub, un logo, un machin, là on se fait sortir, mais direct. Voilà, direct. Très bel exemple. Voilà. Bon, merci beaucoup Ismaël.